premier temps, donc, qu'est-ce qui est nouveau dans Vue 3? En fait, ce qui est nouveau, principalement, c'est ce qu'on appelle la Composition API et plus en profondeur, TypeScript. D'accord? Donc TypeScript, bon, c'est un superset de JavaScript, c'est utilisé n'importe où. On peut le faire avec React, on peut le faire avec Angular, bon, c'est déjà même reconnu, et maintenant, on peut le faire avec Vue. Même si on pouvait le faire avant, on continue. Mais en tout cas, maintenant, Vue est entièrement réécrit en TypeScript. Donc ça, c'est cool. On verra aussi la Suspense API. Donc la Suspense API, c'est quelque chose, d'accord? C'est une API qui vous permet de faire des conditions d'affichage sur de l'asynchrone. Et enfin, on verra une nouvelle API qui est Define Async Components. C'est une nouvelle API pour tout simplement réaliser des composants asynchrones à l'aide de Vue. Donc la Composition API, qu'est-ce que c'est? Déjà, pourquoi on fait de la composition? Donc on fait de la composition pour créer du code qui est hautement réutilisable. D'accord? Ça, c'est ce qu'on ne pouvait pas vraiment faire avant. La composition nous permet de le faire. D'ailleurs, si on regarde, petit spoil, Angular 15, Angular 14, ils ont intégré cette composition, parce qu'ils se sont rendus compte que bon, composer, c'est bien. Donc la Composition API, c'est une nouvelle API. Très bien. On peut se poser une question plus importante, qui est, est-ce que l'Option API est deprecated? Donc dans l'assemblée, qui pense que l'Option API est deprecated? Très bien, en effet, elle n'est pas deprecated. Pas du tout. Au contraire, c'est ce qui fait qu'on a aimé Vue, en tout cas, de déclarer des objets, de faire quelque chose de très rapidement à l'aide de déclarations. Donc c'est ce qui nous a fait aimer Vue et donc on va continuer à l'utiliser, mais plus forcément pour les mêmes raisons. Donc maintenant, l'Option API, on va fortement l'utiliser pour tout ce qui est stateless. D'accord? Donc par exemple, une en-tête, un bas de page, une navbar, ce que vous voulez, quelque chose qui n'a pas d'état. Et puis aussi pour des petites à moyennes applications, on va utiliser l'Option API. Par contre, la Composition API, elle, on va plutôt l'utiliser pour ce qui est le corps applicatif de votre application, c'est-à-dire tous les composants qui sont stateful, pour des applications qui sont bien plus grandes. C'est aussi une façon d'arrêter d'utiliser les mixins. C'était un enfer, ce truc, à utiliser. À chaque fois que vous modifiez quelque chose, ça avait un impact un peu ailleurs. Donc, c'était pas vraiment cool. Donc maintenant, c'est une façon de remplacer ces mixins. On va forcément avoir un bundle beaucoup plus light, parce que grâce à la Composition API, on va avoir du tree shaking. Et le must du must, c'est qu'on va avoir une meilleure interférence à l'aide de TypeScript. Donc ça, c'est chouette. Donc composer, une définition classique de composer, Wikipédia, je n'ai pas été chercher bien loin, ça veut dire mettre les choses ensemble. Et ça, c'est la meilleure définition qu'on puisse avoir, je pense, pour la Composition API. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est d'arriver à peu près à ce genre de choses. Donc en fait, on a des petites pièces de Lego, et puis quand on les assemble, ça fait des bâtiments, et puis une fois qu'on a assemblé tous les bâtiments, on a une belle ville, toute neuve, toute belle. Avec la Composition API, c'est pareil. C'est-à-dire on va créer des petites fonctions. Ces petites fonctions, on va simplement les assembler. Cet assemblement va faire des fonctionnalités, et assembler des fonctionnalités entre elles, ça fait une application toute belle, toute propre, performante, tout ce que vous voulez, ça dépend ce que vous mettez dedans, mais en tout cas, voilà, c'est l'idée. Donc l'idée de la Composition API, c'est de créer des petites fonctions et de pouvoir les assembler. Donc la Composition API, c'est une API, on est d'accord, c'est pas juste créer des petites fonctions, il y a autre chose qui vient avec. La première chose, c'est ce qu'on appelle la Reactive API. Donc c'est une partie de cette Composition API, et à quoi sert cette Reactive API? En fait, ils se sont dit dans Vue, c'est sympa, avant dans l'Option API, on mettait tout dans Data, mais tout était traqué. C'est-à-dire que dès qu'il y avait quelque chose qui changeait dans Data, même des données statiques, on les mettait dans Data parce qu'on en avait besoin ailleurs. Et franchement, c'était un peu chiant dès qu'elle changeait. Bon, voilà, ça rafraîchissait la vue. C'était performant, mais grâce au Virtual DOM. Mais on peut améliorer cette performance-là. Et donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, la Reactive API, maintenant, on va laisser aux gens, aux développeurs, d'avoir plus la main sur qu'est-ce qui doit être traqué. Qu'est-ce qui doit être suivi par vue et quelles sont les variables qui vont permettre un rafraîchissement de la vue. En gros, c'est ça. Les lifecycle hooks, on les avait déjà, maintenant on les a encore, ils sont un peu plus performants et ils permettent de faire des hooks programmatiques, de gérer le cycle de vie de votre composant. Et plus important encore, c'est que vous allez pouvoir les attacher à des process. Ça, c'est chouette. Et enfin, dernière chose de la Composition API, c'est ce qu'on appelle l'injection de dépendance. Donc, qui travaille un peu avec le framework Angular. On a des spécialistes d'Angular, je le sens. Vous aimez bien l'injection de dépendance?
Vous trouvez ça assez fun? C'est qui a dit c'est la vie? Toi, tu as dit que c'est la vie? Ouais, c'est la vie. Ce truc-là, c'est énorme, en fait, en Angular. On fait ce qu'on veut et c'est bien. En Vue, on va voir un peu la même chose, maintenant. De l'injection de dépendance, mais attention, on ne parle pas de faire de l'injection aussi puissante qu'en Angular. On ne va pas injecter des providers, on ne va pas injecter des composants, on ne va pas faire tout ça. C'est vraiment injecter potentiellement des variables, des choses comme ça, des choses qu'on a besoin. Alors, comment ça se dessine la Reactive API? Premièrement, si on regarde, on va pouvoir déclarer, grâce à une fonction ref, on va dire, voilà, la variable conference name, c'est une variable qui est réactive, c'est une référence. D'accord? Ce n'est pas une variable simple, c'est une référence. Ça veut dire que vous êtes en train de dire à Vue, vous êtes en train de dire, bon, maintenant, cette variable-là, il va falloir que tu traques. Il va falloir que tu traques, il va falloir que tu rafraîchisses la vie si elle change, etc. Donc simplement, ref, ça vient de Vue, et pour déclarer une référence, c'est simplement, vous créez votre variable, ref, et vous lui passez votre variable d'initialisation. Ici, je cast avec string pour préciser que c'est une chaîne de caractères. Comment est-ce qu'on fait pour interpoler une référence? Très simple, la même chose qu'on faisait avant. L'interpolation, oui. Ouais, je suis vraiment désolé. Il est déjà à fond. Je suis vraiment désolé. Ouais, peut-être éteindre la lumière, je sais pas. Ça va mieux? Ouais. Je sais pas, je ne travaille pas ici, donc c'est assez compliqué. Je sais pas si... Je suis vraiment désolé. Je pensais pas que... les gens, je suis vraiment désolé. Hein. Donc du coup, voilà, simplement grâce à l'interpolation, on va pouvoir tout simplement faire que votre référence, d'afficher en fait la valeur de votre référence. C'est ce que je disais. Alors, vous êtes en train de me dire, là on peut se dire, ouais, il est gentil le monsieur, il me montre comment on crée une référence, mais en attendant, ça ne m'explique pas comment on fait une composition là-dedans. C'est le cas. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour faire une composition? Très simple. On va tout simplement exporter notre variable, on va la mettre dans un fichier qu'on va appeler conférence composable par exemple. Et en fait, dans ce fichier-là, on va tout simplement exporter une fonction, et cette fonction, a priori, vu le code, nous renvoie un objet avec conférence name. Et donc, comme d'habitude, pour l'afficher, l'interpolation une fois de plus. Donc là, vous voyez, il n'y a rien qui change. Ça, l'interpolation ne change pas. Dans tous les frameworks, c'est toujours la même chose. Alors, si on se fait un petit focus maintenant sur... si on fait un focus sur qu'est-ce qu'est la fonction useConference. Donc useConference, donc comme j'ai dit, c'est une fonction, mais elle a un certain... vous voyez, il y a une certaine convention de naming. Cette convention de naming est assez simple. Use plus l'entité sur laquelle vous voulez interagir. C'est-à-dire que par exemple, si vous aviez une to-do list, vous auriez mis use to-do. Voilà. Donc le mot use est vraiment très important. Donc pareil, donc dans cette fonction, je crée ma référence, donc je vais juste exporter, donc je fais une constante conférence que je nommerai ref, je vais l'appeler voxd, qui est ici. Et puis, en fait, j'ai créé une fonction qui s'appelle change conference name, et dans cette fonction-là, quand je vais l'appeler, je vais vouloir changer la valeur de ma référence. Et là, c'est très étrange, parce que comme vous pouvez voir, on va voir conférence.value. Donc si on veut interagir avec la value réelle de votre référence, il faudra mettre .value. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, quand vous créez une référence, ce n'est pas une variable simple. C'est-à-dire vous ne mettez pas, par exemple, c'était une variable simple avec Toto, vous ne mettez pas après conférence égale test. Ça ne marchera pas. C'est conférence.value pour interagir avec la valeur. Donc là, on n'a pas fait grand-chose, on a juste créé une conférence. Ça, c'est pas cool. Donc du coup, maintenant, l'idée, c'est de se dire, bon, on va un peu agrémenter, on va vouloir faire un peu plus de fonctionnalités. Et donc maintenant, notre conférence, elle a un nom et un emplacement. Donc on peut se dire, bon, allez, je suis assez fou, je crée une conférence, je ferai conférence name égale une référence, conférence place égale une référence. Mais nous, on est des développeurs. Et les développeurs, on modélise les données. Et donc, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, bon, on va faire un objet. Ça paraît logique. Donc un objet conférence avec dedans
un name et une place. Alors quand on veut faire de la réactivité avec un objet, on utilise une autre fonction qui s'appelle réactive. Donc cette fonction-là, en fait, prend un objet et va rendre votre objet entièrement réactif. D'accord? Donc, c'est-à-dire que quand on va modifier, par exemple, le name ou la place, automatiquement, Vue va trigger une détection de changement. Et donc rafraîchir votre vue. La seule différence par rapport à une ref classique, c'est au niveau de quand on veut modifier la propriété, la valeur de la propriété. Si on regarde ici, on fait conférence.place égale France. Alors là, on peut se demander, bah ouais, mais attends, tu me parles de référence, on fait point .value, et là, pour un objet réactif, on ne fait pas point .value. Oui, alors on ne le fait pas parce que Vue le fait pour vous. Voilà. Donc on fait conférence.place égale France, là, vous allez modifier. Et généralement, quand on est développeur aussi, surtout en JavaScript, depuis ES6, on est tous fans de ça, on aime bien déstructurer. Qui aime bien déstructurer? Moi c'est si je pouvais faire que ça, je ferais que ça aussi. Hein. Donc, quand on veut déstructurer une variable réactive, ça va devenir compliqué. Parce que si vous déstructurez, implicitement, vous allez perdre la référence. Et donc, si on perd la référence, on ne peut plus trigger, enfin en tout cas, Vue ne triggera rien du tout, même si la valeur change. Donc si on veut pouvoir déstructurer un objet réactif, il va falloir utiliser une autre fonction, une petite fonction simple qui s'appelle toRef. toRef prend en paramètre un objet réactif. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un truc très simple, il est malin. Comme je vous l'ai dit, réactif, c'est quelque chose qui va créer une référence sur l'ensemble de votre objet. Bah, toRef, qu'est-ce qu'il se fait? Il se dit, très simple, il va déstructurer en disant bah, name c'est une référence, place c'est une référence. Fin de l'histoire. Donc comme ça, quand vous allez déstructurer, bah, vous allez récupérer la référence qu'il y a sur name et la référence qu'il y a sur place. Ce qui fait que par la suite, c'est beaucoup plus simple pour votre code. Donc si on regarde maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, simplement, ici, j'utilise ma useConférence. Je déstructure tout. Donc ici, je déstructure ma conférence en elle-même. Je dis que c'est place et name. Je n'aurai aucun problème au niveau de la réactivité, puisque maintenant, il faut savoir que place et name qui est ici, ce sont des références. D'accord? Puisque j'ai dû structurer grâce à toRef. Et puis ici, j'ai ma petite fonction. Simple. Et donc du coup, dans mon template, pour afficher le nom et l'endroit, bah, simplement j'interpole comme on a pu le voir. Donc si on résume, la composition API au niveau des réactifs fonctions, il y en a trois. C'est les trois plus grandes. Vous allez utiliser au quotidien, c'est ça qu'il faut maîtriser. Ça suffira pour démarrer des applications en Vue 3. Il n'y a pas de souci. Première fonction, ref. Ref, la syntaxe, vous castez, c'est une fonction qui prend en paramètre la première valeur, enfin votre valeur d'initializer. Réactive. Réactive, vous pouvez le caster au J, c'est une fonction qui prend un objet, donc c'est pour gérer plutôt des structures complexes. Et enfin, toRef. toRef, c'est une fonction qui prend un objet réactif et qui va vous permettre une déstructuration car il va créer sur chaque propriété une référence. Voilà, simple. Alors, qu'est-ce qui se passe sous le capot? Alors, bien évidemment, je ne vais pas vous expliquer tout le code de Vue, d'accord? J'ai juste réécrit une petite partie, qui est celle-ci, et bon, c'est pas exactement ce qu'il y a dans le code. Je préfère vous le dire, mais c'est juste pour vous montrer. En fait, ce que utilise Vue 3, ce sont des proxys en JavaScript. Qui connaît les proxys? Qui les utilise au quotidien? Proxy, c'est très puissant. Ça vous permet de faire plein de choses. Typiquement, je vous donne un autre exemple, très simple. Imaginez, vous avez un tableau. Vous ne voulez pas push dans le tableau des valeurs, que des valeurs uniques, pas de doublons. Donc il y a la méthode un peu sale qui serait de dire bon, je crée un tableau, je mets toutes les valeurs dedans, après je fais new set, terminé. Ça a marché. Meilleure méthode, on utilise un proxy, on réécrit le get et le set, et donc à chaque fois qu'on push, imaginons que la valeur existe déjà, on ne la push pas. C'est ce qu'a fait Vue. Donc on a sur la fonction ref par exemple, c'est la même chose pour réactive bien évidemment. En fait, on a récupéré le get et le set, on a un peu réécrit. Et en fait, on a deux fonctions. Track. Donc là, on est en train de dire track-moi cette variable. Et la deuxième fonction qu'on a, c'est trigger. Trigger quand il y a un changement. Donc quand on va modifier, on rentre dans le set, ça trigger. Quand on fait le get, on le récupère. Au niveau des hooks, les hooks, c'est le seul moyen qu'on a pour agir avec le lifecycle d'un composant. Donc là, pareil, il y a une nouvelle syntaxe qui est arrivée. Donc c'est en fait simplement une fonction qui prend un callback. Et ce callback-là, il est directement enregistré sur l'instance du composant.
Donc comment que ça s'écrit? C'est relativement simple, voilà. C'est une petite fonction onMounted. Et cette fonction-là, elle prend en paramètre un callback. Et ici, à l'initialisation de mon composant, qu'est-ce que je fais? Simplement, je fais name.value et puis je donne Voxday Luxembourg. L'injection de dépendance, on en a un peu parlé. On peut s'attendre à ce que ça soit exactement comme Angular. Ce n'est pas le cas. Donc, comme je vais l'expliquer, je vais le redire, la dépendance d'injection d'Angular n'a rien à voir avec l'injection de dépendance dans Vue. Par contre, c'est un moyen facile de créer, en tout cas, un état de votre application, un state, et ça évite, d'accord, des erreurs lorsque l'on passe des inputs aux composants. Je m'explique. Vous avez un parent. Ce parent a un enfant. On veut passer des données à l'enfant. On utilise un input. Jusque-là, pas de souci. J'ai un parent. J'ai un enfant. Cet enfant-là a encore un enfant. Cet enfant-là a encore un enfant, etc. J'ai une variable dans mon composant parent, donc j'ai besoin dans le petit enfant. Qu'est-ce qu'on fait? Qui a dit state? Pigna. Alors, qui est d'accord pour faire un state? Ok, alors moi de mon côté, je n'aurais jamais utilisé un state. C'est un exemple. Pourquoi? Un state, c'est quelque chose qui a un état. Là, on veut juste passer une variable. C'est quand même un peu overkill quand même. Mettre une lib juste pour passer une variable, c'est carrément prendre un bazooka. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Donc là, je vais citer John Papa. Il n'y a pas, normalement, dans une application web actuellement bien formée, bien architecturée, bien codée, on pourrait se passer de state. D'accord? Cette notion de state est venue avec Facebook et React parce que le petit truc de notification ne se rafraîchissait pas. C'est ça l'histoire. C'est pas le cas. On veut juste passer une variable. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On y allait, on passait les inputs enfant par enfant, et puis des fois on arrivait, on se disait ouais, en fait c'est chaud. Cette variable-là, je fais que ça, que de la passer. Donc on s'est dit que ça serait sympa de pouvoir injecter en tout cas cette variable. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser ce qu'on appelle l'injection. Donc c'est nouveau. Très simple. Premièrement, on va déclarer une clé. Ici, dans le cas, c'est une best practice. Donc n'hésitez pas, vous pouvez prendre en photo, c'est comme ça qu'il faut le faire. D'accord? Cette clé doit être unique. Et en JavaScript, créer quelque chose qui est unique, c'est relativement complexe. Donc qui a déjà entendu parler des symboles? Qui les utilise au quotidien? Ah, c'est pour l'itérateur peut-être. D'accord. Donc en fait, ce symbole ici, si je crée un nouveau symbole, donc un symbole pour les personnes qui n'utilisent pas, c'est quelque chose qui vous permet en JavaScript de créer quelque chose qui est unique, mais vraiment unique. Donc en fait, cette clé-là, je dis que c'est un symbole, et je la caste en disant, bah voilà, la clé, ça sera, enfin la valeur de ma clé, ça sera un objet réactif, de type user. Donc maintenant, dans mon application, je suis dans mon parent. Dans mon parent, bah, je vais dire, dans mon enfant, pardon, et je vais dire procure-moi, donc mon parent, pardon, tu procures telle clé. Donc ici, je procure mon user key, réactive, name Voxday. Donc ça, c'est dans le parent. Et dans l'enfant, je fais inject, et c'est terminé. Je récupère une clé. Donc c'est fini. Il n'y a plus besoin de passer les datas au fur et à mesure. On peut directement les récupérer facilement. Donc c'est très facile parce que du coup, on utilise généralement ça. C'est fait pour un état, des petits states si on veut. Mais c'est très utile par exemple dans votre app component, de le mettre dans l'app component. Pourquoi? Parce que si vous le mettez dans le root, là où il y a votre routing, ça reste quand même un arbre de composants. Le fait que ça reste un arbre de composants, si vous le providez, bah forcément dans un des enfants, vous pourrez l'injecter. Donc ça a du sens à ce moment de le mettre là. Donc TypeScript. TypeScript nous permet d'agir dans notre code, d'avoir beaucoup plus de TypeScript et d'avoir une expérience développeur plus simple. Donc maintenant, on a une nouvelle façon de définir des inputs et des outputs grâce aux fonctions defineProps et defineEmits. Donc comme vous voyez dans le code, comme vous pouvez le voir ici, je ne l'importe pas parce que c'est quelque chose qui est global à vue. Donc vous pouvez l'utiliser quand vous voulez, dans un composant, bien évidemment. Donc pour définir une propriété, ici, bah, je fais defineProps et comme vous le voyez ici, j'ai mis nameString. Ici, je ne mets rien. Là, j'utilise entièrement la puissance de TypeScript
Et en fait, je dis bah, simplement que ma propriété, j'aurai une propriété qui s'appelle name, qui est required et de type string. Si j'aurais mis un petit point d'interrogation ici, eh ben, ça m'aurait tout simplement dit, elle est optionnelle. Pour émettre des événements, facile, define emits, et une nouvelle fois, je vais utiliser la puissance de TypeScript. Donc je dis que bah voilà, c'est une fonction qui j'aurai change name, qui aura un event de type mouse event, et qui renvoie rien. Donc comment est-ce que je vais l'utiliser, cet emit? Bah, simplement comme ceci. Donc j'appelle ma fonction emit, je lui passe le nom de mon événement, et je lui passe la donnée que je veux passer à mon parent. Donc pour résumer, ça c'est ce qu'on avait avant. Méthode Option API. Donc on a name, on définit nos propriétés, on définit nos méthodes. Super. Si maintenant on réécrit ça en vue 3, on élimine beaucoup de code, beaucoup de boilerplate en moins, et ça fait la même chose. Je définis mes propriétés, je définis mes event emitters, j'ai ma fonction de change name, et puis j'ai mes quand je clique quelque part. Voilà, même chose. Alors je vois déjà un peu les questions en disant est-ce qu'il est possible de mixer l'Option API et la Composition API? C'est logique, c'est quelque chose qu'on voudrait avoir, d'accord? Pour les fans. La réponse est clairement oui, on peut le faire, d'accord? Il faut juste un peu retravailler un peu les choses, c'est-à-dire qu'on va avoir export default define component. Alors pourquoi on met define component? Simplement, ce n'est pas obligatoire, hein, je préfère vous le dire, vous pouvez mettre juste export default, ça marchera aussi. Pourquoi on va le mettre? Parce que vous êtes en train de dire à vue, je veux que tu interagisses avec TypeScript dans mon composant. Donc ça a du sens de mettre define component. Et puis pareil, vous imitez vos names, vos props, et puis regardez ce qui est assez sympa. Vous avez une propriété events maintenant qui existe, qui n'était pas là avant. Et donc en fait, là, ici, vous allez le typer. Change name est une fonction qui prend en paramètre un event. Et ici, je vérifie bien que mon event est défini. D'accord? Donc si j'appelle cette fonction change name sans l'event, sans une data, il ne va pas forcément être content. Il va dire, il va vous enlever, en tout cas, il va mettre un warning en développement en disant tu respectes pas le contrat. Que en développement. Et pourquoi que en développement? Parce qu'il y a encore les source maps, donc il arrive encore, le navigateur, à dire ah ouais, là il y a un problème au niveau de TypeScript. Mais une fois que vous serez en production, vous n'aurez pas d'avertissement. Et pourquoi? Parce que normalement, quand on va en production, c'est du JavaScript, il n'y a pas de TypeScript et il n'y a pas de source map. D'accord? Voilà. On va parler un peu sur la Suspense API. Donc c'est quelque chose, c'est une nouvelle façon de gérer les composants asynchrones. C'est encore en cours de développement, hein, d'accord? C'est expérimental, mais vous pouvez déjà l'utiliser. Je peux vous le dire, l'API ne changera plus maintenant, donc vous pouvez l'utiliser au quotidien. Ça marchera très bien. Donc comment est-ce que ça se passe? C'est quelque chose qui nous vient du monde React, d'accord? Et c'est un composant très simple à utiliser, c'est très spécifique, c'est un composant. Ça marche avec le routeur de vue, donc il n'y a pas besoin de s'embêter, de bidouiller, de faire des choses. Ça marchera out of the box. Et il y a un système de callback d'erreur. C'est-à-dire, imaginons que votre composant vous rejette une erreur, ça peut arriver, ou en tout cas, il y a une erreur, le composant se charge mal, les données ne s'affichent pas. Vous rentrez dans votre callback d'erreur. Donc après, vous faites ce que vous voulez avec. Vous pouvez faire le traitement que vous voulez. Alors comment ça marche? Bon, ici, moi, je l'ai déjà un peu branché avec un router view. Donc simplement, ici, j'ai mon routing. Maintenant, le routeur expose en slot un composant, qui est votre composant. Et en fait, simplement, vous faites ça. Suspense. Voilà. Vous placez votre composant. Votre template de fallback, c'est-à-dire, pendant que le composant se charge, il faut bien afficher quelque chose à l'utilisateur. On ne peut pas laisser un écran blanc. C'est moche. Et en plus de ça, pour tout vous dire, vous perdez au niveau des performances, notamment au niveau du LCP. Largest Contentful Paints. Vous perdez là-dessus, parce qu'il n'y a rien qui s'affiche. Donc, ici, vous appelez votre composant, et c'est terminé. Donc, pendant que le composant se charge, c'est ce template-là qui va s'afficher. Donc, ici, loading. Comment est-ce qu'on gère les erreurs de callback? C'est simple. Vous allez avoir un hook qui s'appelle onErrorCaptured, et dedans, vous faites le traitement que vous voulez. Simple. Alors, ici, je fais error.value égale true et return false. Voilà. On a une nouvelle façon aussi de définir les composants asynchrones. Simplement avec define async components. Avec ceci, vous allez simplement dire, là, ce composant-là, il est asynchrone. Très bien. Avec la propriété loader, vous allez dire, ce composant-là est asynchrone et je charge mon composant standalone.vue. Pendant
que le composant se charge, je veux afficher loading component, enfin le loader component ici, grâce à la propriété loading component. En cas d'erreur, je veux afficher mon error component. Avant d'afficher le loading, il se passera 200 millisecondes, c'est la propriété delay. À partir de 3000 millisecondes, c'est un timeout, donc je vais afficher mon composant d'erreur. Est-ce que je veux donner la main à la suspense API true ou false? Ici, j'ai mis false, c'est-à-dire que c'est à vous de gérer tout ce système d'asynchronisme, et donc cette erreur de callback, etc. Et enfin, ici, j'explique ce que je fais en cas d'erreur. Donc l'erreur, en fait, prend 4 propriétés, error, retry, fail et attempts. Et en fait, simplement, ici, je dis, voilà, si j'ai essayé 3 fois, si je n'ai pas réessayé 3 fois de faire mon fetch, je réessaye. Sinon, j'arrête, je fail, et dans ce cas, je vais afficher mon composant d'erreur. Donc c'est super simple à utiliser. Maintenant, on va un peu parler de l'écosystème en lui-même, d'accord? Et on va parler des design library, des choses qui nous impactent le plus au quotidien quand on fait des pages web. Donc la bonne nouvelle pour vous, c'est que le travail est en cours. Ça fait 2 ans, c'est pas encore totalement migré. Vuetify, ils avaient promis une version en octobre dernier, c'est toujours pas sorti. Ils ont dit là que ça allait sortir, c'est toujours pas sorti non plus. Donc, même si dans le repo, il est tagué à 3.0.1 actuellement, je vous rassure, c'est pas stable. En tout cas, pas pour le moment. Donc, si on résume, Vuetify, c'est en cours. Vue Bootstrap, c'est en cours. Et Vue Material, alors lui, il a carrément forqué, il a carrément fait un autre projet. Il a dit, je migre pas, je vais tout réécrire, ce sera peut-être plus simple. Voilà, donc tout est en cours. Mais, j'ai une bonne nouvelle, quand même. Je ne viens pas avec que des mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il y en a d'autres qui sont nés entre-temps. Donc, il y a Naive UI, Elements, UI, Element Plus du coup, et ce petit signe-là, c'est, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est OnDesign Vue, Vue OnDesign. Alors après, moi j'ai une préférence pour Vue OnDesign, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que OnDesign a sorti ce framework-là, en tout cas cette type de design system, elle est sortie pour les 3 frameworks, Angular, React et Vue. Angular, c'est NG0. Ici, c'est Vue OnDesign. Et pour React, ça sera React OnDesign. Donc, vraiment, c'est top. Ouais. Et manque prime Vue sur la slide? Mais je ne les ai pas tous mis. Je ne les ai pas tous mis. Il y en a encore d'autres. Hein. Mais en effet, il y a prime Vue. En effet. Donc voilà, il y en a plein. Hein. Je vous rassure, vous pouvez chercher. Au niveau du Vue Router, et comment on l'utilise avec la composition, là aussi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est que si pour les applications qui sont encore en Vue 2, Vue 1, Vue 2, vous allez utiliser le Vue Router version 3. Pour les applications Vue qui sont en Vue 3, du coup, vous allez utiliser Vue Router Next. D'accord? Et là, vraiment, la très bonne nouvelle pour vous, c'est que c'est rétrocompatible. C'est-à-dire que toute la déclaration de vos routes, comme vous les avez fait avant, ça marche encore comme ça. Donc la seule différence, c'est au niveau d'une petite fonction qui s'appelle createRouter. Donc maintenant, pour déclarer votre routing, ça sera constRouter égale createRouter, mais en tout cas, la façon dont vous allez déclarer vos routes, la façon dont vous allez les loader vos composants, etc., vous copiez ça, vous claquez ça dans la propriété là, et c'est terminé, ça marchera comme avant. C'est pas bien? C'est pas génial ça? Ça, c'est génial. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, le problème, c'est que on peut se poser, on travaille avec la Composition API, mais la Composition API, c'est quoi? C'est un script setup. Donc déjà, se dire, le contexte n'existe pas, en fait. D'accord? Donc, il n'y a pas de 10. Ce n'est pas possible. Donc, 10 n'est pas accessible dans une fonction de setup. Donc, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait à faire? Simplement, le Vue Routing, maintenant, a 2 fonctions helper pour récupérer l'intégralité de votre routing. D'accord? Donc, comme on va faire avec la composition API, en fait, simplement, ce qu'a fait Monsieur Eduardo, c'est qu'il a créé 2 fonctions, useRoute, useRouter. C'est ce qu'on a fait ici. Donc ici, grâce à useRoute et useRouter, je récupère l'ensemble de mon routing. Donc useRoute va vous permettre de récupérer les paramètres de votre URL, etc. Et useRouter va vous permettre de faire de la programmation, enfin, de naviguer de manière programmatique. Alors, je vais juste vous donner un petit conseil aussi, d'expérience. Je ne vous conseille pas de déstructurer. Parce que là, ça commence vraiment à être chaud. Il faut mettre tout ref un peu dans tous les sens parce que justement, vous travaillez avec des choses réactives ici. Donc, ne déstructurez pas, c'est plus simple. Donc, comment est-ce que je fais pour récupérer les paramètres de ma route? Simplement, je fais route.params. Le nom de mon paramètre.
Et si je veux naviguer, bah, simplement je fais router.push, et puis en fait c'est toujours la même syntaxe qu'avant. Donc ça ne change pas. Donc pareil, la façon dont vous avez conçu vos applications, bah, simplement ça va être très simple à migrer. Use root, use router. Et voilà. Le reste, après vous faites un copier-coller. Et donc bon, pour afficher toujours la même chose, interpolation, et puis le clic, bon bah ça ne change pas. Le form management, donc de lib, vous vous rappelez, vValidate et vLidate. Donc vValidate, si on se rappelle bien, en vue 2, c'était de manière template. Donc déclarez votre formulaire dans le template. D'accord, template driven. Et vLidate avait lui plutôt un aspect plutôt programmation. D'accord, donc c'est ce qu'on s'appelle les reactive forms. Et bien vValidate a changé. Maintenant, il y a deux cas, le hide order component et la composition API. Donc, on peut utiliser les deux, donc de manière programmatique et de manière avec le composant. Alors, juste faites bien attention parce que de manière programmatique, si vous avez des gros formulaires, c'est assez compliqué quand même. Il y a beaucoup de choses. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Ben, en fait, il va vous donner, vValidate va vous donner des composants high order component, du coup, donc des composants out of the box à votre disposition. Le premier, c'est form. Form, ben, vous déclarez un formulaire, il vous met dans le template une balise form par défaut, et puis surtout, le plus important, c'est que dans les slots, il vous donne des slots qui sont les métadonnées. Donc qu'est-ce que sont ces métadonnées-là? Ça va être simplement invalide, valide, formulaire touché, etc. Pour déclarer un champ simple, facile, grâce à field. Field vous déclare un champ simple, par défaut c'est un input. Vous pouvez, avec des propriétés et des inputs, dire autre chose que ça soit un input. Vous pouvez mettre as select box, ça vous mettra une select box. D'accord? Donc c'est possible. Et puis, forcément, pareil, il y a des slots, le field et le meta. Le field, c'est quoi? C'est la valeur réactive de votre input. Le meta, c'est la métadonnée de votre input. Donc, si les champs ont été touchés, pas touchés, valide, etc. Et donc, comment est-ce que ça va marcher? Regardez bien. Ici, au lieu de mettre vModel, on va mettre v-bind. D'accord? C'est réactif et vValidate s'occupe du reste. Donc, vous n'avez plus besoin de mettre des vModel. En tout cas, avec vValidate. Et enfin, pour afficher les messages, très simple, error message. Et ça vous affichera les messages que vous avez avec le style, etc. Donc ça, c'est chouette. C'est out of the box. Si on s'oriente vers une approche plutôt programmatique, on va utiliser donc une fois de plus les compositions. Et si on utilise une fois de plus les compositions, on va se retrouver encore avec des petites fonctions genre de ce type-là, useForm, useField. D'accord? Donc ici, en fait, je déclare mon formulaire. D'accord? Donc ici, je mets handleSubmit, c'est une fonction que m'exporte mon useForm. Et puis ici, je mets useField pour déclarer un champ de mon formulaire. Donc cette balise-là, cette fonction-là est très importante parce qu'elle va réussir à capter tous les useFields que vous avez mis dans votre formulaire. D'accord? Et puis ici, je donne le nom de mon champ, conférence name, et je lui dis qu'il est requis. Bon. Pareil, une fois que j'utilise cette fonction, je la déstructure. Ça m'exporter une value qu'ici je renomme conférence name. Et puis forcément, dans mon input maintenant, dans mon input, je mets ma valeur de conférence name. Pourquoi je disais que c'est très emmerdant quand on a des gros formulaires? Parce que je vous laisse imaginer si vous avez 4-5 champs. Ça commence à être beaucoup pour un petit formulaire. Donc le mieux, c'est d'exporter dans une fonction encore helper. Au niveau de vLidate, bon, il n'y a pas de high order component, on est sur de la programmation vraiment réactive. Du coup, vous déclarez vos règles de validation, vous déclarez votre état. Ensuite, vous utilisez la fonction useVueLidate, qui est une fonction, vous lui passez vos règles, votre état, et puis après, simplement vModel avec votre état et votre valeur. Et puis, il ne faut pas oublier le petit @input. Pourquoi? Parce que sinon, vous n'aurez pas la validation quand vous allez taper quelque chose, simplement. State management, est-ce qu'on en a encore réellement besoin? Bon, on entendait Vux, Pinia. Lequel choisir? Moi, j'ai déjà ma préférence, ça sera Pinia. Pourquoi? Simplement parce que les mutations, ça n'existe plus. Avec Vux, il y a des mutations, des actions. À la fin, c'est juste pour muter, que ça soit synchrone ou pas synchrone. Dans tous les cas, on veut juste muter. Donc, plus de mutation.
TypeScript par défaut, ça on aime bien. Le fait que ça soit TypeScript par défaut, on n'a plus de magic string et on n'a plus de namespace ni de nested module complexe. Et donc ça, c'est fini de mettre des chaînes de caractères un peu bizarres, genre vous vous rappelez personne, point, quelque chose, ça c'est fini. Donc ça c'est chouette, moi j'aimais déjà pas beaucoup ça, maintenant en tout cas il n'y en a plus. Et enfin, les stores sont ajoutés dynamiquement par défaut. Donc là vous bénéficiez vraiment du tree checking également. Donc comment que ça se passe? Bah voilà, simplement vous donnez define store et c'est terminé. Avec une fonction de callback qui va définir votre état. Donc c'est très simple à utiliser, Pignon. Les recommandations de vue, bon, vite par défaut maintenant. Hein, alors, un petit conseil, vraiment, ne tatillez pas Evanio avec TurboPack, il est un peu chafouin en ce moment. Vous avez vu un peu ses longs sur Twitter, c'était un peu chaud. Donc ouais, vite. Pourquoi vite? Bah, simplement parce qu'avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait, avec Webpack, hein, on buildait toute l'application. Une fois que le bundle était fait, le serveur était ready. Avec Vite, ce n'est pas du tout le cas. Le serveur est ready tout de suite. Il bundle uniquement ce qu'on a besoin, en fait. D'accord? Et grâce à quoi? Simplement JavaScript grâce au OS module. Vitest, c'est nouveau. D'accord? C'est pour tester. Ça utilise vraiment la puissance de Vite. Et pour les amoureux de Jest, vous ne serez pas perdus parce que c'est quasiment la même API. Et enfin, donc, pour résumer, Vite pour bootstrapper des nouvelles applications, Vitest pour le testing, VS Code plus Volar pour le développer, et TypeScript. Donc, quels sont les prochaines steps? Les prochaines steps, c'est simple. Pour Vue 2, en tout cas, ce n'est pas encore totalement perdu. Ce qu'on veut faire, c'est on veut builder avec la composition API, on veut insérer le script setup dans Vue 2, on voudra avoir tout en TypeScript, on voudrait moderniser tous les tests du core grâce à Vitest et une compatibilité avec Vite. Et bien évidemment, attention, commencez vite à migrer parce que le support de Vue 2 s'arrête en 2023. Donc c'est maintenant ou jamais. Pour Vue 3, on va stabiliser la suspense API, ça va arriver, donc bientôt vous n'aurez plus le petit warning en disant attention, c'est une fonctionnalité expérimentale, c'est bientôt fini ça. Ils vont s'inspirer de SolidJS, d'accord? Et la target, c'est de ne plus avoir de virtual DOM. Voilà. Je vous remercie et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Et donc j'ai juste une petite question rapide. C'est le premier qui lèvera la main, attention. Quel est l'outil de développement qu'on doit utiliser pour Vue? Il a répondu. Vas-y. Ah, il l'a dit. Tu as dit VS Code. Tu as gagné la pluche, tu viendras me voir après. On l'applaudit. Voilà. Donc si